Jean-Michel Gentizon, bonjour. Bonjour. Vous êtes Augustin. psychiatre, Oui, psychanalyste, oui. auteur aussi. Que devrions-nous savoir d'autre? Eh bien, éditeur également. Mhm. Éditeur. J'ai créé une maison d'édition il y a une dizaine d'années, Édition des Crépuscules, et ça occupe depuis ces dernières années beaucoup de temps, puisque j'édite des textes autour de la psychanalyse, pas seulement autour de la psychanalyse, mais des textes de poésie, des biographies, des récits. Récemment, un texte sur Zhao Wuqi, dont une exposition a lieu à Paris. Voilà. Sinon, peut-être dire un petit mot de ce qui m'a amené à la psychiatrie et à la psychanalyse. Je crois qu'il y a, en dehors de l'histoire personnelle, quand j'étais en philo, j'ai eu un professeur de philo qui s'appelait Jean Filloux. C'était dans les années 64-65, et qui venait d'écrire un livre sur l'inconscient. Le que sais-je, intitulé L'inconscient, qui est toujours publié, qui a toujours été réactualisé, retiré, était son œuvre. Et il nous a parlé pendant toute l'année quasiment des thérapies, de Freud, de la psychanalyse. Ça a été un des déclencheurs de mes études. Je me suis dit, je serai médecin, je serai psychiatre, et psychanalyste ensuite. Mais la psychiatrie a été une part importante de mon activité pendant quasiment 50 ans, puisque on est en 2018, j'ai commencé en 1968, ça fait donc 50 ans que je me suis dévoué, entre guillemets, à la psychiatrie publique, et en commençant et en accompagnant avec beaucoup d'autres l'ouverture des asiles vers la sectorisation, à travers la thérapie institutionnelle notamment. D'accord. Toujours dans votre parcours, j'ai envie de dire bien plus loin dans votre parcours, on va arriver au vif du sujet, par rapport au titre de l'entretien qui est, je le rappelle, Un loup-garou chez le psy. Comment avez-vous rencontré la question de la métamorphose? J'étais praticien hospitalier, psychiatre praticien hospitalier à Sainte-Anne à partir de 92, dans un service qui était donc sur l'hôpital Sainte-Anne, et j'ai reçu un premier patient qui arrivait dans le service demandant une hospitalisation, comme dans un sac plastique, il avait une écuelle et une laisse. Avec des attitudes d'écoute, des attitudes, un regard sombre, un peu étrange. Et dans son histoire, je raconte son histoire dans le livre que j'ai écrit sur la lycanthropie, et je me suis assez rapidement aperçu que il avait la conviction qu'il était changé en berger allemand. Voilà. Et c'est à cette occasion que j'ai appris le terme de lycanthropie que j'ignorais. Donc ça m'a vraiment beaucoup intrigué. Et quelques années plus tard, j'ai cherché des références dans la littérature, etc. Mais quelques années plus tard, j'ai une de mes patientes que j'avais suivie, quelques années plus tard, ça veut dire en 1999, une de mes patientes qui avait fait, une jeune femme d'une trentaine d'années, qui avait un haut niveau d'études juridiques, qui avait fait un état maniaque, qui avait fait un état dépressif, que j'avais suivi pendant cette période, qui était ressortie, qui allait bien, qui un jour est entrée dans mon bureau. Ma porte était ouverte, elle est entrée dans le bureau, elle est venue s'asseoir dans le fauteuil en face du mien. Elle a retrouvé la parole pour me raconter ce qui lui était arrivé dans les jours qui avaient précédé.
Et ça a été l'événement et la rencontre, je crois, fondamentale. Elle m'a raconté que c'était une femme qui était en analyse. Un matin, en se regardant dans le miroir, elle avait aperçu une ombre dans la salle de bain, une ombre un peu étrange, et en se regardant dans le miroir, elle a vu son visage qui se transformait. Elle a eu la conviction, la sensation, que son image se transformait, c'est-à-dire qu'elle prenait le visage d'une panthère, ses yeux, son regard, elle ne reconnaissait plus son regard, et quasiment une description quasiment comme celle du film de Jacques Tourneur, La Féline. Et à partir de là, elle est partie dans Paris et elle a marqué une sorte de territoire en encerclant un lieu géographique où elle a tourné dans plusieurs rues de l'arrondissement, et sans s'hydrater, sans manger pendant 1 ou 2 jours, et venant ensuite, haletant, déshydraté, s'asseoir et reprendre la parole et me raconter son histoire. L'écouter, c'était d'abord un effet d'inquiétante étrangeté, de voir ce récit qui défilait devant moi, le fait de retrouver les mots, de retrouver son visage, de retrouver l'expression, de redevenir femme, après le récit qu'elle me faisait. Il y a eu une sorte de vertige, quand j'ai repensé un peu à ce que je ressentais, une sorte de vertige identitaire, où la question était, elle redevient femme après avoir été animale. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une réversibilité? Est-ce que moi, je ne peux pas devenir animal comme comme ce qu'elle a vécu. Alors justement, j'allais dire à quel endroit cette question de la métamorphose vous a touché personnellement, vous y venez naturellement, c'est tant mieux. C'est-à-dire, comment tout cela est entré en résonance avec vos identités propres? Je crois que c'est une question d'abord extrêmement personnelle et extrêmement difficile. Je crois que ça prend ses racines de manière assez lointaine autour de être confronté à un événement personnel. En l'occurrence, pour moi, c'était la mort de mon père. En étant écarté de toute information, de tout dialogue, c'est-à-dire à être considéré, je crois, et je crois que c'est valable dans un certain nombre de traumatismes de l'enfance, à être considéré comme quelqu'un qui n'a pas accès au langage, quelqu'un qui ne comprendrait pas, donc un vivant, mais non pourvu de langage. Il y a un effet de désubjectivation à travers ce que je raconte, et l'important, c'est Evelyne Grossman qui dit ça dans un livre qui est intéressant. L'important, c'est de rester vivant. Et rester vivant, ça peut être adopter, s'identifier à l'animal. Est-ce que vous pensez que ça concerne tout le monde, cette affaire-là? Sous cette forme-là, non. Sous la forme, les relations de chaque individu, chaque sujet a à traiter la question de sa relation à son animalité. Ça, oui. Parce que, effectivement, on sait, les psys savent un peu que chez les petits-enfants, les représentations animales sont plus simples à gérer que les représentations humaines. C'est pour ça, d'où l'intérêt qu'on peut avoir pour les peluches, d'où toutes les histoires qui mettent en scène des personnages animaux, etc., etc. Bon, ça, là, jusque-là, théoriquement, ça concerne à peu près tout le monde. Mais on entend bien, dans ce que vous racontez autour de la métamorphose, qu'il y a
une part non négligeable à partir d'un certain moment de pathologique en rapport avec cette affaire-là, voire de délire par exemple. Oui. C'est-à-dire, ça me fait penser à ce qu'on peut retrouver, je vais vous donner un exemple, ça me fait penser à ce qu'on peut retrouver ou pas de cette animalité dans un certain contexte, et ce qui va être de l'ordre d'une libération d'énergie, comme on peut trouver dans certaines formes d'animisme, par exemple. Hein, je pense au travail de Jean Rouch, par exemple. Bon. Et là, on va dire que c'est plutôt positif, ça remplit son office libérateur, quoi. Hein. Parfois, c'est le signe d'un enfermement, hein, le signe de quelque chose qui va pas bien du tout. Je pensais à une rencontre que j'avais eue il y a bien longtemps avec un hypnologue qui avait travaillé avec l'armée. Et il avait hypnotisé un militaire de haut rang qui était un cheval dans l'histoire dont il était question à ce moment-là. Or, il a dû réveiller en urgence ce militaire parce qu'il avait été appelé pour des questions liées à ses fonctions. Et puis, je sais plus, 1 ou 2 heures se passent, et le type le rappelle. Et alors il dit ah bon, alors comment ça va? Il dit bah écoutez, ça va, hein. Le problème c'est que j'ai toujours mon museau de cheval. Parce que comme il avait été réveillé en urgence, il n'avait pas pu subir la transformation pour revenir à l'état d'être humain. Et donc, de ce que j'en sais, ce haut gradé de l'armée française était comme monsieur et madame tout le monde, on va dire gentiment névrosé. Hein. Donc en tout cas, il avait eu accès par l'hypnose à quelque chose de l'animalité, et il en avait gardé une partie suite à ce réveil brutal. Bon, après, heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui a trait à cette part qui va ressortir à un moment, par exemple, dans le cadre d'une analyse, justement, et qui va d'ailleurs pas forcément se présenter sous une forme animale, même si on pourrait la métaphoriser comme telle. Et ce qui serait peut-être d'un registre qui serait lié à une structure psychique plus handicapante, on va dire. Alors, comment reprendre ça? D'abord, dans l'épisode de cette femme, la femme panthère, hein, que j'ai relaté, il y a quelque chose qui va être... On peut le considérer comme une bouffée délirante et qui est frappé d'amnésie totale. C'est-à-dire que l'animal va être l'objet d'un refoulement originaire qui va permettre à un sujet de poursuivre sa vie, de poursuivre sa problématique en ayant vécu quelque chose qui est de l'ordre du refoulement de sa part animale. Ce que je voulais dire, c'est que chaque sujet, à un moment ou à un autre, a à régler son rapport avec sa propre animalité, et ça peut se régler de cette façon-là, à travers un épisode délirant. Ça peut se régler à travers les rêves, à travers l'accès à la littérature, aux fables. Il y a ce lait de Marie de France qui date du XIIe siècle, de cette histoire de ce couple dont le mari s'absente régulièrement 1 fois par mois. Le lait de Marie de France, Bisclaveret, c'est un conte breton, il s'absente une fois par mois, pendant 1 semaine, et sa femme lui demande de dire où il va. Il finit par lui dire qu'il retourne dans la forêt, qu'il enlève ses vêtements et qu'il redevient loup pendant une semaine. Elle lui demande un jour de lui confier où il laisse ses vêtements, et il finit par le lui dire. Elle lui enlève ses vêtements, si bien qu'il reste loup. Elle a un amant qu'elle retrouve, et le prince de la région découvre ce loup qui est très affectueux avec lui. Il l'emmène à son château, et un jour la femme et l'amant viennent
le loup veut sauter à la gorge de la femme, et le prince, à ce moment-là, fait rendre les vêtements. Il se demande pourquoi il y a cette agressivité, et il fait rendre les vêtements à ce loup qui redevient homme. Donc il y a quelque chose autour de l'accès à la parole à travers ce renoncement à... C'est pour ça peut-être que parfois on assiste à des phénomènes comment dire, de métamorphose artificielle, de gens qui vont vers l'animal ou en tout cas l'animalité parce qu'ils se sont exclus du langage. Je pense comme ça à un personnage qui se transformait, hélas, dans la réalité de son corps, en tigre. Il s'était fait changer les dents, rajouter des choses sous les pommettes, la forme des yeux, la couleur des poils, etc. Bon, voilà, parce qu'il allait vers... comme si on pouvait compenser. Oui. Le terme de lycanthropie, qui est également, qu'on nomme également mélancolie lupine ou mélancolie louvière, le terme de lycanthropie a été bâti sur le mythe de Lycaon. Ça, c'est quelque chose peut-être à préciser, qui montre bien un peu ce qui est en jeu. Je raconte l'histoire peut-être rapidement du mythe de Lycaon. Oui. Lycaon, c'est le fils de Pélasgos. Pélasgos, c'est quelqu'un qui est né de la terre-mère, comme un arbre. Il a poussé à partir de la terre-mère. Et Lycaon a eu 50 fils et une fille, Callisto. Callisto est une fille magnifique, très belle. Et Zeus rend visite à Lycaon, qui est suspecté d'impiété. Il est déguisé. Il aperçoit Callisto, il a une relation avec Callisto, dont va naître un enfant. Il a eu une relation avec Callisto, dont va naître un enfant, Arcas. Et dans la nuit qui précède son approche, Lycaon veut le tuer. Et le lendemain, dans un banquet, Lycaon offre à Zeus comme festin Arcas. Zeus s'aperçoit de la nourriture qui lui est proposée par Lycaon. Il fait une colère énorme, il renverse la table et il transforme Lycaon en loup. Lycaon, c'est le terme, la face de loup. Il l'exile dans la forêt. Les poils poussent sur les bras de Lycaon. Il perd la parole et il est exilé dans la forêt pendant 9 ans, avec possibilité de revenir ensuite si il ne s'est pas nourri de chair humaine. On a dans l'histoire, Arcas va être remembré par Zeus, va grandir et va être celui qui va commencer à semer le blé, à faire le pain. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose d'une sorte d'ontogénèse entre Pélasgos, né de la terre-mère, Lycaon, qui va être exilé du fait de sa cruauté, du fait qu'il est anthropophage, et puis Arcas, une ontogénèse comme ça sur 3 générations. Ça, je crois que c'est important d'avoir cette connaissance du mythe par rapport à l'histoire. Alors donc effectivement, ça ne date pas d'hier, preuve en est avec cette histoire. Pourquoi est-ce que, à votre avis, c'est le loup qui a aussi mauvaise presse, par exemple plus que l'ours, hein, parce que l'ours c'est quand même pas, si on regarde, un animal si sympathique que ça, c'est même un animal très dangereux. Pourtant, il est décliné en personnage, peluche bienveillante, hein, ou dessin animé, etc., ce qui n'est pas tellement le cas du loup. Donc, dans le meilleur des cas, il est tourné en ridicule, hein, le pauvre. Je veux dire,
Qu'est-ce qu'il symbolise de si affreux pour qu'on lui en veuille à ce point, le loup? Je crois que... pourquoi le loup? D'une part, c'est un animal qui est solitaire, mais qui est aussi qui peut être chef de meute, qui fait référence, sa solitude fait référence à une certaine souveraineté, à une certaine altérité aussi, qui renvoie à une figure totémique et à un père originaire. Donc il y a cet aspect-là de la filiation, une sorte de filiation totémique. Et puis c'est un animal qui est dans la dévoration, c'est-à-dire un animal archaïque qui incarne la pulsion orale, je crois. Il est dans la dévoration, il est dans la rapidité du bondissement et de la prédation. Donc, et puis il a été un animal, en tout cas au niveau européen, un animal qui était problématique pour les populations pendant les siècles, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle. Dès qu'il y avait des famines, les loups étaient à proximité. Il y a un poète, on parle des relations différentes de l'animal dans les relations et dans la problématique d'un sujet. Il y a une histoire passionnante, c'est celle de René Char, dont l'œuvre est tissée, une grande partie de l'œuvre est tissée autour de ses relations avec le loup. Qu'il assume et dont il parle dans un certain nombre de ses poèmes, le dieu loup, le jeune dieu loup du Ventoux, du mont Ventoux, une proximité comme ça constante, et une généalogie aussi, puisqu'il avait un grand-père ou un ancêtre qui était guetteur de loups sur les collines du Luberon quand il y avait des grandes famines. D'accord. Alors, donc on s'aperçoit qu'il y a quand même un matériel assez riche en termes d'histoire autour du loup ou de la lycanthropie. Hein. Il y a même des croisements entre les nombreuses fictions à ce sujet-là et l'histoire en elle-même. Qu'est-ce que ça dit, à votre avis, justement toutes ces fictions, que ce soit les livres, les films, les mythes, autour du lycanthrope? En quoi est-ce que ça reflète une époque en particulier? Et parce qu'on sait que le mythe a évolué depuis son origine grecque, et on peut dire que, pour citer des choses bien plus modernes, à ce sujet, ce qu'on peut voir dans la saga Twilight, ça ne produit pas le même message que ce qu'on peut voir dans le clip thriller de Michael Jackson, par exemple. J'ai pas lu la saga de Twilight. J'ai regardé un petit peu le sujet. Il y a un loup géant. Il est question d'un loup géant. J'ai compris que les loups-garous étaient mis de côté et qu'un loup géant les remplaçait. C'était un des personnages importants du... J'ai une petite histoire à raconter par rapport à l'actualité de la lycanthropie. Quand je travaillais à la bibliothèque de l'hôpital Sainte-Anne sur ce sujet-là, il y a quelques années, la plus ancienne bibliothécaire était venue me voir un jour, me disant « Je ne voudrais pas vous déranger, mais je sais que vous travaillez sur la lycanthropie. Est-ce que vous avez lu Harry Potter ?» J'ai dit « Écoutez, non. Et vous savez qu'il y a un épisode de lycanthropie dans Harry Potter. Vous l'avez lu, non ?» Oui. Voilà. C'est des variantes. Je crois que vous parliez de Thriller de Michael Jackson. Là aussi, il y a aussi une effigie de loup, mais je ne connais pas non plus l'histoire. Je crois que ce sont des variantes toujours de la même histoire qui sont réactualisées. Aujourd'hui, quand on pense à l'actualité de la lycanthropie, je vous donnerai
vous citerai Jim Harrison et puis une histoire qui s'est passée, un procès qui s'est passé en Allemagne récemment. Mais Jim Harrison, c'est un écrivain qui est mort il y a 6 mois, que je considère comme un grand écrivain américain. Il était un trappeur, chasseur, parcourant les forêts, pêchant. Et il raconte dans une nouvelle assez longue qui s'appelle Les Jeux de la nuit. Je vous conseille vraiment cette lecture. Son éducation érotique. Son éducation, c'est pas l'éducation fondamentale, c'est l'éducation érotique. Et dans ce récit, il est appelé par... il raconte un épisode de lycanthropie qu'il a eu. Il est appelé par un ami qui vient de tuer une louve et ils veulent aller récupérer les louveteaux. Donc ils partent un jour en forêt. Je ne sais plus dans quel état c'est, mais peut-être dans le Montana. Ils partent en forêt, ils récupèrent chacun un louveteau. Il prend un louveteau sur ses épaules qui le mord au cou. À partir de là, il fait une fièvre importante. Avec une sorte de septicémie, il est hospitalisé, il y a une infection, il en guérit. Et dans les suites de cet épisode, dans les suites de cette hospitalisation, il fait des épisodes quasiment de folie érotique chaque mois, tous les 28 jours, où il est pris d'une hypersexualité, il va au bordel, il épuise toutes les prostituées du bordel. Bon. Et pour éviter ces épisodes qui reviennent tous les 28 jours, quand il est sans venir, il va se réfugier dans la forêt, il s'endort et les animaux viennent près de lui, dormir autour de lui. Comme s'il avait fait un épisode c'est quasiment, il appelle ça de la lycanthropie, des épisodes de lycanthropie. Donc ça aussi c'est une actualité. Mais pas plus tard qu'aujourd'hui, avant qu'on se rencontre, la dernière patiente, la dernière analysante que j'ai eue, qui était à votre place, en face de moi, me parlait de ses problèmes, avait un t-shirt où il était noté effigie d'un loup sauvage, né pour être libre. Et j'ai trouvé que, connaissant notre entretien, sachant notre entretien, j'ai trouvé que c'était une actualité extraordinaire. Il y a quelques années, même pas quelques années, il y a l'année dernière, par rapport à l'actualité de la lycanthropie, l'année dernière, il y a eu un procès en Allemagne, à Dortmund, de quelqu'un qui était suspecté d'avoir tué un autre homme. Ils s'étaient rencontrés sur un site cannibalique. Un citoyen allemand avait mis un mot sur un site cannibalique en disant « Je cherche quelqu'un qui viendra me tuer, et qui viendra me tuer ou m'assassiner, et qui s'engage à me couper en morceaux et à me manger. » Et il avait trouvé quelqu'un qui nie l'avoir tué, mais qui a reconnu l'avoir coupé en morceaux et avoir s'être livré à du cannibalisme. Et il y avait ce procès. Ça nous renvoie ça renvoie à la lycanthropie. C'est une actualité de la lycanthropie. La mélancolie. Bon. Et c'est intéressant de voir avec cet exemple dans quelle mesure est-ce que l'un et l'autre sont pris, attrapés, enfermés. Hein, c'est-à-dire que ça n'a pas l'air d'être un idéal de liberté dans cette affaire-là. Moi, ce que je voulais souligner avec les phénomènes actuels qu'on a pu voir, je me souviens pas particulièrement de la place dans la saga Harry Potter de la lycanthropie. Par contre, je vois à peu près, et dans Twilight, et sur l'exemple que j'avais pris de Michael Jackson, celui de Michael Jackson est horrifique.
le personnage, ça fait peur, c'est pas positif, c'est un enfermement dans un espèce de monde ni mort ni vivant, c'est vraiment le côté mort-vivant d'ailleurs qui est mis, zombie, qui est mis en avant, alors que dans la saga Twilight, là, je n'ai pas eu le privilège de lire les livres, mais j'ai vu quelques-uns des films, peut-être même tous, c'est quand même très gentil, c'est-à-dire que c'est une manière de parler du désir, de l'éveil du désir, il y a un côté un petit peu puritain aussi, et puis de la beauté qu'il peut y avoir à une transformation qui paraît de prime abord hideuse, mais qui en fait finalement se révélera ne pas l'être. Et sur le côté plus spécifiquement du loup-garou, c'est on va pouvoir trouver de nouvelles ressources avec ce passage-là, avec cette transformation, même si on en perd un peu. C'est-à-dire on accepte de perdre à un endroit, bon, c'est le béaba de la subjectivation, on va dire, et pour advenir en tant que sujet du désir, quoi. C'est un peu de ça dont on parle. Ce qui est donc pas forcément le même message que dans certains autres films, par exemple, où il y a quand même un enfermement vers quelque chose qui est du domaine de l'horreur, qui est une espèce de ligne directe vers ce qu'il y a dans la boîte de Pandore, quoi, et du coup qui est nettement, enfin qui est quelque chose qui est plus à combattre ou à mettre à l'écart, qui est du domaine de la condamnation, hein, de la damnation. Le rapport entre la vie et la mort, ça me fait songer, tel que vous en parlez, ça me fait songer à une croyance dont j'ai aussi parlé, celle des Matseri en Corse. C'est une croyance qui s'est répandue encore ces dernières générations. La croyance que des hommes pouvaient quitter le village, disparaître, se transformer en animal pendant des mois ou voire des années et revenir ultérieurement, réintégrer le village. C'est Carlo Ginzburg, qui a beaucoup étudié ces phénomènes de sorcellerie et de métamorphose, parle d'un homme, pendant son rêve, quitte le village, il chasse dans les entrailles de l'animal qu'il tue. Il aperçoit le visage d'un homme du village qui va mourir et donc dont il prévoit la mort. Donc cette croyance des Matseri comme ça entre l'homme et l'animal, avec cette possibilité de métamorphose et d'aller-retour, c'est quelque chose qui est croyance installée en Corse et dans d'autres îles, mais avant tout en Corse. Donc ça parle vraiment de la métamorphose, possibilité de la métamorphose, de dépasser sa part animale et puis le retour et la prémonition d'une mort. Quant à la question de la sexualité, je crois qu'elle est très bien illustrée dans le mythe de Diane et Actéon. Diane et Actéon, c'est Actéon part à la chasse au cerf avec ses 33 chiens. Il aperçoit Diane au bain. C'est une reproduction qui a traversé toute la peinture et qui est encore quelque chose de prégnant. Il aperçoit Diane au bain. Diane s'aperçoit qu'il la regarde. Elle le transforme en cerf. Ses chiens se jettent sur lui et le mettent à mort. Mais il y a quelque chose au niveau là, de l'érotisation du regard et de la sexualité qui est tout à fait intéressant. Pierre Klossowski, le frère de Balthus, a réécrit le mythe de Diane et Actéon en insistant sur le fait que Diane, en faisant une version érotique, et en insistant sur le fait que Diane transformait Actéon en cerf pour des raisons érotiques. Je me demandais ce qu'il a fait, le loup-garou, pour mériter ça. C'est-à-dire, il posait vraiment la question. On prend une transformation en un être donc surhumain, sous-humain, je ne sais pas comment dire, tel qu'on l'observe, parce que les êtres surhumains, ça va être les super-héros. Donc,
cette transformation, telle qu'on l'observe avec les super-héros, est bien autre chose que celle racontée par le mythe du loup-garou. Oui, oui. Voilà. On dirait qu'il est même puni. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il est puni, pourquoi ça lui tombe dessus. Je vais pas répondre directement à la question, mais à ce qu'elle renvoie d'une question précédente. Je crois qu'il y a il y a quelque chose qui se passe avec l'épidémie de sorcellerie à la fin du XVIe siècle, et l'épidémie de sorcellerie, de possession et de lycanthropie. Il y a quelque chose, ça se passe au moment du schisme dans l'Église, et il y a quelque chose de la transcendance divine qui revient, qui se sécularise à travers ces phénomènes. C'est-à-dire que le monstrueux, le désir rejeté, l'indécidabilité entre l'homme et l'animal, il y a quelque chose, une part de cette altérité qui redescend chez les humains. Je crois que c'est une étape importante. On pourrait la relier, je crois, avec le mouvement qui s'est passé dans la philosophie classique et dans la philosophie moderne. C'est-à-dire que la philosophie classique, de Descartes jusqu'à Hegel, jusqu'à Heidegger, met une frontière infranchissable entre l'homme et l'animal. Depuis, alors, ça correspond peut-être à Nietzsche, à la mort de Dieu, en tout cas depuis la philosophie, et depuis ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, depuis la Shoah, depuis l'extermination des juifs et des homosexuels et des gitans par les nazis, il y a toute une philosophie qui est celle de Deleuze, qui est celle de Derrida, qui est celle de Brentano, qui interroge justement cette frontière infranchissable, qui la met en cause, et qui, Agamben aussi, qui dit que la frontière entre l'homme et l'animal, elle ne passe pas entre l'homme et l'animal, elle passe à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme. Moi, ce qui m'a mis au travail aussi, ce qui m'avait mis au travail aussi après cette première passage, La femme panthère, à qui j'ai dédié mon livre, c'est ce petit texte la lettre à Laure Chandoz, qui est c'est un récit où un homme qui est écrivain, qui a perdu la possibilité d'écrire, qui est dans un état dépressif après la naissance de sa fille, qui se promène sans pouvoir retrouver les mots, et qui se retrouve devant une rate qui est en train de mourir, et il dit « L'âme de l'animal montre les dents au destin monstrueux ». Il y a quelque chose comme ça dans La patiente, la femme panthère, où il y avait quelque chose où être panthère, c'était aussi montrer les dents au destin monstrueux, c'est-à-dire l'enfermement dans une logique familiale étouffante. Quelles pourraient être, selon vous, là où les voies de recours du loup-garou? Cette maladie, cette malédiction, qui lui apporte tout de même quelque chose. Peut-il en guérir? J'ai trouvé une observation de Bénédicte Morel, qui date du XIXe siècle, où le sujet, qui est hospitalisé après un délire de transformation en loup, va se laisser mourir de faim, et dans l'évolution d'un état mélancolique qui ne permet pas de retrouver. Donc
il y a aussi des états mélancoliques sévères comme ça qui mènent à... Mais je crois que ce que je disais tout à l'heure sur la patiente, la femme panthère, c'est-à-dire on le voit dans certaines bouffées délirantes, il y a quelque chose qui se joue d'archaïque, quelque chose d'archaïque qui se joue à travers le délire, qui va devenir, qui va faire métaphore originaire. Il y a une très belle observation d'une femme psychanalyste à Besançon qui s'appelle Madame Fèvre-Jussieu, la voix du loup, où elle raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Delphine, qui est issue d'un inceste entre sa mère et le grand-père, et qui a une conviction d'être loup, donc qui a d'être transformé en loup, et elle montre bien que la thérapie qu'elle fait avec elle montre bien que le signifiant loup vient faire articulation avec les pulsions et va lui permettre de se restructurer d'une certaine façon, de se restructurer et d'aller mieux. Bon. Ça me fait penser aussi à ma patiente, ma femme panthère. Elle disait « Je ne suis pas orpheline, je suis féline ». Il y avait comme ça un glissement sur le signifiant orpheline. Elle avait un père qui était quelqu'un qui la surveillait, qui était omniprésent, qui ne lui laissait aucune latitude sur ses mouvements, sur ses désirs, avec des vœux de mort à l'égard de ce père, et elle les déniait en disant « Je ne suis pas orpheline, mais je suis féline ». Et féline, ça voulait dire « Je retrouve ma liberté, je retrouve mes désirs, je retrouve une sorte de souveraineté de mes propres désirs. » Alors, oui, c'est deux façons. Delphine, la patiente de Fèvre-Jussieu, ou ma patiente femme panthère, elles s'en sortent parce qu'il y a quelque chose qui vient faire, entre parenthèses, entre guillemets, nom du père, à travers ce loup ourfateur, père originaire. Oui, et aussi parce qu'il y a donc quand même quelqu'un qui est là pour les accompagner dans cette recherche. Oui. On peut dire qu'il y a quelque chose qui fait quête, hein, pour utiliser un lacanisme. Hein. Voilà, ça fait quête et ça ne fait pas la quête. Hein. Voilà. Oui. Tout à fait. On peut d'ailleurs espérer aussi que la patiente que vous avez vue bien plus récemment, qui elle aussi faisait la promotion de cette part animale avec son t-shirt là. Ah, c'était magnifique. Que ce soit... La production était très belle. Un outil. Born to be free. Ouais. On est... oui, dans la littérature actuelle, dans le cinéma, c'est un thème le thème de l'animal est extrêmement fréquent. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui vient de sortir, Burning, un film coréen qui est sur les écrans actuellement, où une jeune femme disparaît, mais elle réapparaît sous forme d'un chat. Il y a une sorte de... il y a aussi un très beau film que j'ai vu il y a quelque temps qui s'appelle La Route sauvage, où un adolescent lie amitié avec un cheval avec lequel il part dans une sorte de road movie à travers les États-Unis, et où il parle à son cheval de l'abandon auquel il a été confronté. Oui, la transformation sous toutes ses formes, de beaux jours devant elle. Ce sera sans doute intéressant de voir comment ça va évoluer avec
la robotique, donc, dans les années, les dizaines d'années à venir, avec le développement des intelligences artificielles. Oui, oui, Probablement que de nouveaux mythes oui. vont arriver et dont certains vont reprendre les anciens, et entre autres celui du loup-garou. Voilà, ce sera le loup-garou 2.0. Bon. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces riches entretiens et qui, on n'en doute pas, intéressera un certain nombre de personnes. Voilà. Merci à vous, Augustin, Givor, Martin.